Il y a quelques années, j'ai accepté de partir une semaine dans un chalet isolé avec quelqu'un en qui j'avais confiance. Dès qu'on est arrivé, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pas un détail, pas une impression vague. Quelque chose de physique, d'instinctif. Il y avait une odeur, et mon corps réagissait comme si je devais partir, immédiatement. Elle me disait que c'était normal, que je me faisais des idées. Mais plus le temps passait, plus j'avais l'impression d'être au mauvais endroit, avec la mauvaise personne. Et le pire, c'est que j'ai compris pourquoi. Mais quand les autorités sont arrivées, il n'y avait plus rien. Il y a environ 5 ans, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive toujours pas à classer quelque part dans ma tête. Ce n'est pas une histoire dont j'ai eu les réponses. Et honnêtement, je ne les ai pas cherchées non plus. Parce qu'une partie de moi savait, instinctivement, que creuser davantage n'aurait fait que m'exposer à quelque chose de pire. Certaines choses, il vaut mieux les laisser là où elles sont. Exactement là où elles sont. À cette époque, je venais de commencer à fréquenter quelqu'un, une femme. Ça faisait environ 3 mois qu'on se parlait. Et pendant la quasi-totalité de ce temps, j'avais vraiment cru qu'on construisait quelque chose de réel. Une semaine avant que tout arrive, on venait de rendre les choses officielles. Et pour fêter ça, elle avait proposé qu'on parte ensemble, quelques jours, juste nous deux. Elle m'avait parlé d'un chalet profond dans les bois, qui avait appartenu à sa tante. La tante était décédée et lui avait laissé la propriété. Elle disait qu'elle y allait souvent, que c'était un endroit qui lui ressemblait, un endroit où elle se sentait en paix. La façon dont elle en parlait, ça semblait calme, isolé, presque comme une bulle hors du monde. Et elle m'avait demandé si je voulais l'accompagner pour une semaine. Avant d'aller plus loin, je veux dire quelque chose, parce que j'ai déjà raconté cette histoire, et je sais déjà comment les gens réagissent. Il y a toujours ce réflexe de regarder en arrière, de pointer ce que j'aurais dû remarquer, ce que j'aurais dû questionner, comment j'aurais dû être plus méfiant. Mais les gens normaux ne traversent pas la vie en traitant chaque interaction comme une menace potentielle. On ne décortique pas chaque mot, chaque geste, chaque invitation comme si c'était un piège. On fait confiance, on interprète les choses de bonne foi. Et parfois, ça nous place dans des situations qu'on ne comprend vraiment qu'une fois qu'on est déjà dedans. Ça ne veut pas dire que c'est notre faute. Alors oui, peut-être que j'aurais dû faire plus attention. Peut-être que j'aurais dû refuser. Peut-être que j'aurais pu réagir autrement. Mais je ne l'ai pas fait. Et ça n'en fait pas ma responsabilité. À l'époque, la façon dont elle avait proposé ce voyage m'avait paru presque romantique. Simple, naturel, sans forcer. Elle avait l'air de vouloir me montrer quelque chose d'important pour elle, quelque chose de personnel. Il y avait eu ce moment où elle avait sorti la phrase classique. Je n'amène pas souvent des gens ici. Cet endroit, c'est intime pour moi. Ce genre de choses. Et je me souviens avoir eu un léger malaise. Comme si c'était un peu trop récité, un peu trop calculé. Ça ne sonnait pas tout à fait naturel. Mais j'ai balayé ça. Je me suis dit qu'elle était peut-être nerveuse, qu'elle essayait de m'impressionner à sa manière maladroite. Les gens font ça. Ils exagèrent un peu, surtout au début d'une relation. Alors j'ai laissé passer. Je lui ai dit que j'adorais l'idée. J'ai même plaisanté, en disant que je pourrais l'aider à rendre l'endroit un peu plus vivant pendant qu'on y serait. Elle avait semblé apprécier ça. Mais dès l'instant où on est arrivé, quelque chose clochait. Et ça m'a frappé immédiatement. L'odeur. C'est la première chose. Elle n'était pas subtile. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait ignorer ou auquel on pouvait s'habituer progressivement. C'était fort, envahissant, presque physique. Mon corps réagit avant même que j'aie eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas seulement désagréable, c'était faux. La chose la plus proche à laquelle je pouvais comparer ça, c'était l'odeur de quelque chose de mort.
Mais même ça ne le rend pas vraiment. Il y avait quelque chose là-dedans qui déclenchait une alarme instinctive, quelque chose de primaire. Comme si mon corps essayait de me dire de partir avant même que mon cerveau ait eu le temps de suivre. Elle avait remarqué ma réaction tout de suite. Et elle avait été rapide à expliquer. Dans des zones comme celle-là, m'avait-elle dit, ce n'était pas rare. Les animaux meurent dans les bois. Parfois, elles se retrouvent coincées sous des structures. L'odeur peut stagner. Elle avait dit ça avec un calme déconcertant, sur un ton tellement normal que pendant une seconde, c'est moi que j'ai remis en question, et non elle. Je ne suis pas quelqu'un qui a grandi à la campagne. Je suis un gars de la ville. Je n'ai pas ce genre de repères. Alors je me suis dit, peut-être que c'est normal. Peut-être que je n'y suis juste pas habitué. On a même essayé de localiser d'où ça venait. On a fait le tour du chalet, vérifié les coins, les pièces. Mais l'odeur ne semblait pas venir d'un endroit précis. Elle était partout. Comme si elle s'était installée dans les murs eux-mêmes, dans les bois, dans l'air. On a fini par conclure que ça venait de dehors, que le vent la portait à l'intérieur. Elle avait même mentionné qu'elle y passait tellement de temps qu'elle ne la remarquait plus vraiment. Sur le moment, j'avais essayé d'accepter ça. Mais au fond, ça ne passait pas. Ce genre d'odeur, on ne l'oublie pas comme ça. Pas comme ça. Je me souviens lui avoir dit que j'étais content d'avoir emporté un déodorant puissant. Parce qu'il y avait des moments où ça me donnait vraiment la nausée. J'ai même demandé si on ne pouvait pas envisager de partir, de trouver autre chose. Parce que je ne pensais pas pouvoir tenir une semaine entière dans ces conditions. C'est à ce moment-là que son ton a changé. Pas d'un coup, mais c'était perceptible. Elle est passée de calme et rassurante à irritée, presque défensive. Elle m'a dit que je réagissais de façon excessive, que je me comportais comme un gamin, que c'était une chose normale, et que si je n'étais pas à l'aise, peut-être que je n'aurais pas dû venir du tout. Il y avait quelque chose de tranchant dans sa façon de le dire. Quelque chose qui m'avait pris par surprise. C'était méchant. Et je me souviens m'être dit peut-être que c'est moi qui suis injuste. Peut-être que j'avais débarqué chez elle et que j'avais commencé à me plaindre immédiatement. Peut-être que j'étais ingrat. Alors j'ai essayé de me calmer. Je me suis dit qu'il fallait juste un jour ou deux. Que l'odeur finirait par s'estomper. Ou que je m'y ferais. Cette première nuit a été terrible. Elle s'est endormie presque instantanément, complètement indifférente. Pendant ce temps, moi, j'ai passé des heures à tourner dans tous les sens, incapable de fermer les yeux. L'odeur ne lâchait pas. Elle me collait à la peau, à la gorge, comme quelque chose d'invisible qui refusait de partir. J'ai fini par me lever, par faire les 100 pas dans la pièce principale, les fenêtres entr'ouvertes malgré le froid, juste pour respirer quelque chose qui ressemblait à de l'air normal. Le lendemain matin, je lui ai redemandé. Je lui ai dit que je n'étais pas bien, qu'on devrait peut-être partir plus tôt. J'ai demandé s'il était possible d'appeler quelqu'un, de trouver un moyen de rentrer, n'importe quoi. C'est là qu'elle m'a dit qu'il n'y avait pas de réseau, qu'on n'était pas venu ici pour rester connecté, que le but, c'était d'être coupé du monde, juste nous deux. Et encore une fois, la façon dont elle m'avait dit ça n'avait rien de doux. Elle m'a dit qu'elle en avait assez de m'entendre me plaindre, que je gâchais tout pour une chose stupide, et que si je voulais, je pouvais aller me promener, prendre l'air, qu'elle allait sortir un moment, et que je pouvais soit l'accompagner, soit rester. Quelque chose dans sa façon de parler à ce moment-là m'a traversé d'une manière différente. Pas seulement ce qu'elle disait, la façon dont elle le disait. C'était froid, condescendant. Et j'étais blessé. Alors au lieu de réfléchir, j'ai réagi. Je lui ai dit d'y aller, que je resterais. Et là, j'ai remarqué quelque chose. Une légère hésitation, subtile. Mais elle était là. Comme si elle n'avait pas vraiment attendu cette réponse.
comme si elle avait voulu, en réalité, que je l'accompagne. Une fraction de seconde, j'ai eu l'impression qu'elle allait insister. Mais elle a juste dit « très bien » et elle est partie. 3 mois dans une relation, c'est rien. C'est encore la phase facile. La phase où les gens sont supposés être sous leur meilleur jour. Et à cet instant précis, je me souviens d'avoir pensé très clairement « dès que je sors d'ici, c'est terminé ». Mais j'étais aussi parfaitement conscient de ma situation. Je ne savais pas exactement où j'étais. Je ne savais pas comment m'orienter dans la forêt. Pas de réseau. Pas de moyen de contacter qui que ce soit. J'étais entièrement dépendant de la personne en qui je venais de perdre toute confiance. Alors j'ai pris une décision. Je jouerai le jeu. Je ne la confronterai pas. Je n'escaladerai rien. J'attendrai qu'on parte. Et alors, je m'éloignerai en sécurité. Ce n'était pas une question de malhonnêteté. C'était une question de protection. Parce qu'on entend trop d'histoires qui tournent mal au moment précis où quelqu'un se sent rejeté. Et je n'allais pas prendre ce risque. Je l'ai regardé disparaître entre les arbres. Et pour la première fois depuis notre arrivée, je me suis retrouvé vraiment seul. Pendant environ 20 minutes, je suis resté assis sur le canapé, immobile, à essayer de comprendre ce que je devais faire. Mon esprit tournait en rond, cherchant des options, mais aucune ne semblait réelle ni accessible. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas à quelle distance se trouvait la route la plus proche. Je ne savais même pas dans quelle direction j'aurais dû marcher si j'avais voulu partir. Mais rester là sans rien faire ne me semblait pas possible non plus. Alors je me suis convaincu de faire au moins une chose, comprendre l'odeur, prouver, d'une façon ou d'une autre, si j'avais été excessif dans ma réaction ou non. Une partie de moi voulait encore croire qu'elle avait raison, que c'était quelque chose d'explicable, quelque chose de normal que je ne connaissais simplement pas. J'ai commencé par l'intérieur. J'ai inspecté chaque pièce, chaque recoin. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi. Un petit animal, quelque chose de coincé, mais rien. Puis je suis sorti. J'ai fait le tour du chalet, vérifié les alentours immédiats. Toujours rien. Et c'est là que je me suis souvenu de la remise, un peu plus loin sur la propriété, légèrement à l'écart du chalet principal. On était passé devant la veille, et je me souvenais très clairement qu'elle était fermée avec un cadenas. Elle m'avait dit que c'était interdit d'y entrer, que ça contenait les affaires de sa tante et de sa mère, des choses qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Sur le moment, j'avais trouvé ça touchant. Ça ressemblait au deuil, à quelqu'un qui tient à des souvenirs jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour y faire face. Mais c'est aussi là que l'odeur semblait la plus forte. J'ai essayé de me raisonner. Peut-être qu'un animal s'y était faufilé à l'intérieur et y était mort. La structure était vieille, usée. Ou peut-être que c'était juste l'âge de l'endroit. Des matériaux qui se décomposent, quelque chose de chimique que je ne comprenais pas. Il y avait une fenêtre sur le côté. Quand je me suis approché pour regarder, j'ai remarqué quelque chose. Le cadre était rouillé, rigide, comme si personne n'y avait touché depuis des années. Mais quand j'ai appuyé dessus, j'ai senti qu'il n'était pas complètement scellé. Techniquement fermé, mais pas vraiment verrouillé. Et avec un peu de force, je pouvais l'ouvrir. Je n'étais pas préparé à ce qui s'est passé quand je l'ai fait. L'odeur qui est sortie de cet espace m'a frappé comme un mur. Acide, concentrée, écrasante, au point que mes yeux ont commencé à larmoyer immédiatement. Mon corps qui réagit, encore, avant que j'aie le temps de penser. C'était tellement plus fort qu'à l'extérieur, tellement plus dense. Une seconde, j'ai failli reculer et refermer la fenêtre. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis penché davantage pour voir à l'intérieur. Ce que j'ai vu, je n'arrive toujours pas à le mettre en mots d'une façon qui rende vraiment compte de la réalité. L'intérieur entier ressemblait à de la terre nue, comme si le sol avait été creusé, retourné,
encore et encore. Des outils éparpillés partout, des couteaux, des haches, des choses qui n'avaient rien à faire dans un espace comme celui-là. Pas rangées, pas stockées, juste laissées là. Et dans un coin, une couverture sur le sol, sale, imbibée, tachée d'une façon qui ne laissait pas beaucoup de place à l'interprétation. Je n'avais même pas eu le temps de tout absorber que mes yeux se sont déplacés vers le bas, vers l'endroit juste en dessous de la fenêtre. Et c'est là que je l'ai vu. Un corps. Un homme allongé, partiellement tourné sur le côté, encore habillé. La seule raison pour laquelle je l'ai remarqué d'abord, c'est à cause de sa main. Elle était positionnée juste comme il fallait pour que la lumière de la fenêtre attrape quelque chose. Une montre. C'est ça qui a attiré mon regard. Une montre que je connaissais, que j'avais déjà vue. Et dès l'instant où je me suis concentré dessus, tout le reste est tombé en place. Elle était identique à celle qu'elle m'avait offerte une semaine plus tôt. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas questionné. Mon corps a juste réagi. J'ai couru jusqu'au chalet aussi vite que j'ai pu, à peine conscient de comment j'y suis arrivé. J'ai attrapé ce que je pouvais emporter, mon téléphone, l'essentiel, la petite trousse de premier secours que j'avais prise. J'ai tout entassé dans mon sac. Je n'arrivais pas à m'arrêter de trembler. Mes mains ne répondaient plus vraiment. Ma respiration a été complètement hors de contrôle. C'est comme si tout mon corps avait basculé en mode survie d'un coup. Et j'ai couru. Droit dans la forêt. Sans direction. Sans plan. Je m'en fichais de me perdre. Je m'en fichais des animaux. Je m'en fichais de tout. Je voulais juste mettre le plus de distance possible entre moi et cet endroit. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Je ne suis pas particulièrement sportif. Mais à ce moment-là, ça n'avait aucune importance. L'adrénaline fait des choses à votre corps que vous ne croyez pas possibles. Je continuais. Je dépassais chaque limite que je croyais avoir, jusqu'à ce que mon corps me force à m'arrêter. Je me souviens m'être effondré contre un arbre, avoir essayé de reprendre mon souffle, les jambes qui lâchent, la gorge qui brûle, et cette image qui refusait de partir, cette main, cette montre. Pendant peut-être un quart d'heure, je suis resté là, incapable de bouger, avant de me forcer à me relever et à continuer, plus lentement cette fois, mais toujours en mouvement, toujours en train d'avancer. Et à mesure que la lumière baissait, j'étais convaincu qu'elle était déjà retournée au chalet, qu'elle avait vu la fenêtre ouverte, qu'elle avait compris que j'avais découvert. J'étais certain qu'elle me cherchait. Cette pensée seule me maintenait en mouvement. Et puis, enfin, j'ai vu un autre chalet. Je ne me souviens même pas vraiment d'y être arrivé. Je me souviens juste de frapper à la porte, de supplier qu'on m'aide. Une famille vivait là. Des gens que je n'avais jamais vus. Ils m'ont laissé entrer sans hésiter. Ils voyaient immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de réseau non plus, mais qu'ils avaient un téléphone satellite et qu'ils allaient appeler. C'est le premier moment où j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du soulagement. La panique ne m'avait pas vraiment quitté. Une partie de moi avait encore peur. Peur que ça aussi soit connecté à elle d'une façon ou d'une autre. Que je sois tombé dans quelque chose de pire. Mais il n'y avait rien dans leur façon d'être qui sonnait faux. Ils étaient calmes, bienveillants, posés d'une manière qui m'a permis, pour la première fois depuis longtemps, de respirer vraiment. Environ 1h30 plus tard, des gendarmes et des secouristes sont arrivés. À partir de là, tout s'est enchaîné rapidement. Ils étaient professionnels, attentionnés d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. On m'a emmené à l'hôpital, gardé en observation. Tout a été géré avec un niveau de discrétion et de soin qui m'a surpris. Un des officiers m'a expliqué que dans des situations comme celle-là, en particulier quand une relation sentimentale est impliquée, la priorité absolue, c'est la sécurité et la protection de la victime. Mon identité a été protégée. Plus tard, j'ai appris que j'avais couru beaucoup plus loin que je ne le pensais, des kilomètres.
Assez pour que la famille qui m'avait aidé ne connaisse même pas l'existence de ce chalet. Il n'avait aucun lien avec elle. La zone a été inspectée. Quand les autorités sont arrivées sur place, l'odeur était encore là. Il y avait des signes. Le sol avait été perturbé. Des indices que l'espace avait été utilisé. Mais tout ce que j'avais vu avait disparu. Pas de corps, pas de couverture, pas d'outils, rien de concret. Sauf les chiens. Ils avaient amené des chiens spécialisés. Et ils avaient alerté. Exactement à cet endroit. Quelque chose avait été là. Quelque chose de précis. Ça fait maintenant 5 ans. L'affaire est toujours ouverte. Je ne l'ai jamais revue. J'ai déménagé. J'ai entièrement changé d'endroit. Je ne suis pas sous protection particulière, mais j'ai fait en sorte qu'elle ne puisse jamais me retrouver. D'après ce que je sais, elle fait toujours l'objet d'une enquête. Mais rien n'a été rendu public. Pas d'arrestation, pas de conclusion. Et c'est ça, la partie la plus difficile à vivre. Parce que je sais ce que j'ai vu. Et quelque part, il y a au moins une famille qui ne sait pas ce qui est arrivé à quelqu'un qu'elle aimait. Pendant ce temps, elle est toujours dehors, toujours libre, capable de continuer à exister comme si rien ne s'était passé. Et moi, je suis là, avec quelque chose que je ne peux pas oublier et que je ne peux pas prouver. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.